On s'est pas rencontrés avant le... Si, on s'est déjà croisés. Mais non, alors moi je sais que j'étais allée voir au Maroc. Et je crois que je t'ai vu à la sortie, non? Non. On n'a pas discuté? Non, on s'est vu au Matisse. Ouais, bon, on s'est rencontrés, on avait des amis communs dans un café, voilà. On s'était vu une fois. Quand moi j'ai su que c'était Morgane, j'étais ravie, voilà. C'était une agréable surprise. D'abord parce que j'avais vu son premier film et qu'elle était naturelle, fraîche, vraie. Et en même temps, je l'avais croisée, je connaissais où j'avais une vague idée du tempérament qu'elle avait, je trouvais que ça correspondait parfaitement. Et voilà, donc une rencontre furtive, mais voilà, vraie et sincère. Et, enfin, de mon côté, c'est ça. Ouais, moi aussi, Voilà. comme dit Mylène. En tout cas, comme dit non, Mylène. mais par contre, là où c'est moi où j'ai la première fois où j'ai vu Mylène après avoir lu le scénario, je me suis, c'était une évidence qu'elle allait être Lucie. Je ne voyais personne à ce moment-là. Ça m'inquiète un peu parce que autant, tu vois, c'est juste une folle. Mais non, parce que tu peux avoir cette noirceur atteinte avec un gros pet. Non, parce que quand on te rencontre, on sait que tu vas donner le maximum et que tu vas aller au-delà de ce qu'un réalisateur puisse imaginer ou espérer. C'est vrai. Elle est fonceuse. On fait la promo du film, mais oui, surtout la nôtre. Et elle a un côté sombre, voilà, qui correspondait parfaitement au personnage. On m'a pas mis un couteau sous la gorge pour faire martyr, loin de là. Moi, j'avais fait Les filles du botaniste, La veille des fleurs, qui étaient des choses un peu glamour, un peu esthétique, un peu léché. Et quand j'ai lu le scénario m'a plu, vraiment. Mais quand j'ai rencontré Pascal Logier, donc le réalisateur, ma rencontre avec lui était déterminante. Et puis j'avais besoin aussi de changer de registre. C'est pour ça que quand il m'a demandé quel rôle me semblait le plus approprié pour moi, enfin Anna ou Lucie, j'ai tout de suite dit que c'était Lucie parce que je sentais que j'avais besoin d'être ou dans l'hystérie ou dans quelque chose comme ça qui est proche de la folie. Et c'était parfait. Ben moi en fait c'est un peu compliqué parce que c'est Vaina Djokante qui devait faire le rôle. Et à la dernière minute, elle sait qu'il devait faire Anna, à la dernière minute, elle s'est désistée. Et donc, il leur fallait une comédienne. Je sais que quelqu'un dans l'entourage de Pascal lui a parlé de Maroc. Il l'a vu. Quelques temps après, j'ai reçu le scénario, je l'ai lu. Je savais tout de suite que j'avais envie de faire ce film. On s'est rencontrés pour un déjeuner. Et au bout de 10 minutes, il m'a dit que j'avais le rôle. Et voilà. Il n'y avait pas de casting ni rien. C'était assez surprenant. Je pense que le tournage a été beaucoup plus éprouvant a dépassé notre imagination, je crois, sincèrement. Je me doutais vraiment en rencontrant le réalisateur que les choses ne seraient d'abord pas simples, qu'on irait, qu'on se donnerait à fond, et on essaierait de faire tous le même film, de s'investir à 2000%. Donc je savais qu'il n'y avait pas de compromis dans ce choix. Moi j'étais complètement flippée dès le début. Avant même d'avoir fini de lire le scénario, j'étais flippée. Je me disais comment je vais faire pour réussir à être dans ces émotions-là. Voilà. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à la veille du premier jour du tournage, je ne savais pas comment j'allais faire. Pour parler de cette expérience, j'ai jamais autant flippé que quand j'avais affaire à personne, si c'était moi, ma propre imagination de ce que pouvait être la créature. Et à un moment donné, on a une scène où je cours, je m'enferme dans un placard, et je me suis fait un flip. Et il a fallu qu'on arrête la scène, je me suis fait un bad trip pendant plus d'un quart d'heure. J'étais pas bien, je suis allée trop loin dans ma trouille ou dans mon délire. Bon après aussi, à un moment donné, on est tellement dans l'extrême, dans les émotions, il faut aussi prendre des pauses, se calmer un petit peu. Enfin, je veux dire, il faut gérer notre journée en émotion. Mais voilà, moi j'avais vu quelques films que Logier m'avait montrés, comme Possession de Zulawski, et donc j'avais fait un mélange de créatures dans mon imagination, comme La Pieuvre, d'autres choses que j'ai vues dans des films d'horreur que lui-même m'a montré. Et voilà, j'arrivais à me m'auto-persuader qu'il y avait vraiment quelqu'un avec moi, et mon double, le côté dark, le côté sombre, voilà, c'était mon travail à moi. Ouais, je trouve ça surprenant comment Pascal a réussi à crédibiliser cette créature. En voyant le film, je me suis
pour moi, tout passait d'une façon très évidente. Pour moi, tout était évident. Et c'est vrai que voilà, c'était très très difficile à réaliser, c'est très très difficile d'être crédible, c'est très difficile, même les cris, même nous, même Mylène, la créature, tout ça, on peut vite basculer au ridicule. Et je trouve que Pascal s'est bien démerdé pour que ça reste tout le temps crédible, tout le temps réaliste, tout le temps concret. Moi, elle m'a surpris, Mylène. Elle arrivait le matin, elle parlait avec personne, elle était concentrée, elle faisait son truc, elle n'était jamais en train de parler d'autre chose ou de flipper ou de... voilà, elle arrivait, elle faisait son truc, elle finissait, elle rentrait le soir, elle allait se coucher, enfin, elle essayait de dormir. Ouais. Non, c'est vrai que j'étais et voilà, c'était une forme d'autisme un peu qui est... Ouais, assez. J'étais un peu. L'inexpérience aussi fait qu'on a. Parfois on flippe et qu'on n'a pas trop envie de sortir de notre personnage quand on essaie de garder des choses, des émotions. Surtout que on était dans l'urgence, on n'avait pas énormément de budget et du coup, voilà, trouver des émotions comme celles qu'on nous demandait, il fallait les trouver rapidement, genre 5 minutes avant une action coupée, enfin avant une scène. Et on les faisait souvent le matin très tôt, donc je savais tout de suite. Les premiers jours, je suis arrivée pas en tourisme, mais vraiment un peu fraîche. Et puis au bout d'une semaine, on était cassés, on savait qu'il n'y avait que ça, et c'était devenu obsessionnel et maladif, comme nos personnages. Je me suis vraiment inspirée d'un documentaire qui m'a montré d'un fait réel, où cet enfant qui a été séquestré par ses parents pendant des années dans sa chambre, qui était, je sais que Logi a écrit aussi par rapport à ce documentaire, en fonction de ce documentaire. C'est une petite fille qui a été séquestrée de ses 2 à 16 ans et qui était sur une chaise aussi, et pareil, elle faisait ses besoins, elle était enfermée, elle n'avait jamais vu la lumière du jour. Et donc on la voit après en psychiatrie et elle est ou absente, totalement absente, ou alors, mais elle rentre dans des phases de folie extrême. Et il n'y avait pas de nuance. Donc pour moi, ça m'a facilité les choses, si tu veux. Je me reposais vraiment sur ça, sur ce que j'avais vu. Et voilà, et on partait dans des impros aussi, dans un impro. Et voilà. Moi, j'ai essayé de créer un lien avec Lucie petite. Voilà, parfois elle était très angoissée parce que jouer Lucie enfant, c'est extrêmement dur. D'abord parce que c'est une petite fille de 8 ans à qui on a rasé la tête. Il faut lui expliquer en quelques scènes ce qu'elle doit faire et elle était vraiment dans cette urgence. C'est pas évident, donc vraiment malmenée. Dès qu'elle était make-upée, enfin maquillée, elle était plus que l'ombre d'elle-même. Enfin, je veux dire, ça reste une enfant. Donc, et moi, je sais que elle a vraiment flippé et ses parents se sont remis en question de savoir s'ils devaient la laisser là à un moment donné. Et elle aussi, en tant qu'enfant, enfin, elle a eu des grands moments de doute. Donc, il fallait que tout le monde la rassure. Donc, on a créé un lien avec elle, voilà, en lui parlant, en lui expliquant que voilà, c'était du cinéma, tout ça, voilà, en discutant. Pour le casting, j'étais vraiment bluffée de la ressemblance. Je trouve que les enfants, Morjane petite, c'est ça marche, et Lucie aussi, ça colle. D'abord, c'est vraiment réussi pour le coup, et les enfants ont donné autant que nous, alors que nous, c'est quand même plus ou moins notre métier. Voilà, on l'a désiré profondément. Cet enfant, elle débarquait de nulle part. Moi, j'avais vu les rushs d'Anna petite avant de commencer à tourner, parce qu'ils ont, voilà. Elle m'avait mis la barre haute. Hein. La nana a eu 8 ans. Elle arrivait, elle avait un regard incroyable. Elle était tout de suite en contrôle de Lucie, comme le personnage d'Anna adulte devait. Voilà. Elle avait tout compris très vite, beaucoup plus rapidement que moi d'ailleurs. Tournage, c'était juste horrible. Il fallait être en émotion tout le temps. Il fallait tout donner. Il fallait pleurer, crier, voilà, devant des gens qu'on ne connaît pas, toute une équipe. Il fallait pas se sentir ridicule. Il fallait être concentré.
tout le début était très très difficile pour moi. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à garder des émotions fortes toute la journée, quoi. À rester dans une intensité. Je me suis dit, est-ce que physiquement je vais pouvoir suivre? Parce que j'avais mal de partout, je dormais plus la nuit, j'étais super angoissée, je pleurais, quoi. Franchement, j'ai passé des nuits à pleurer parce qu'on avait super mal. Il n'y avait pas de doublure, vraiment. Enfin, il y en avait une, il y avait notre coach, mais pour la plupart des scènes, l'angoisse de Pascal, c'était que ce soit vrai tout le temps. Et donc, il nous poussait vraiment à l'extrême. Et plus si on pouvait les faire, on les faisait. Il n'y avait pas on n'avait pas vraiment le choix. Donc, on répétait ces scènes. Moi, on était couverts de bleu, de fractures. Voilà, donc à un moment donné, mon corps a saturé. Donc, physiquement, on se dit, qu'est-ce que moi, demain, je me lève à 6 h du mat pour me faire fracasser les gueules ou... C'est dur, quoi. J'ai fait une chute de 3 mètres parce que je suis passée à travers une plateforme qui n'était pas sécurisée, sur moteur. Voilà, je me suis cassé 3 os, on a dû suspendre le tournage pendant 6 semaines. C'était assez, voilà, comme le reste du tournage, c'était un autre épisode de ce tournage qui était complètement chaotique. Il est clair que quand on arrête 6 semaines sur un tournage comme celui-ci, il y a des remises en question. On essaie de sortir de son personnage à un moment donné parce que la pression du tournage plus les 6 semaines d'attente, il n'y a rien de pire que d'attendre. Il n'y a rien de pire. Dans cette situation, c'était vraiment atroce. Donc on essaie de s'oxygéner, de trouver de l'oxygène n'importe où. Voilà, on est rentré en France, mais moi forcément je ne pensais qu'à finir ce film. Et se remettre en question sur ce qu'on a déjà fait, essayer de changer les choses, c'est impossible. Moi j'avais tourné pratiquement toutes mes scènes, donc il restait plus grand chose. Il fallait que je suive l'instinct que j'avais dès le départ et que surtout que je le retrouve. Voilà, donc j'avais rien à changer, quoi. C'était au contraire que j'essaie de préserver l'intensité qu'il y avait dès le départ et pas la perdre et qu'on ne sente pas une chute, voilà, une baisse. Enfin, je veux dire, cette rupture, quoi. Donc voilà, donc moi je suis restée un petit peu dans un sorte de tunnel en attendant. En lisant pas trop d'autres scénarios. Visita mi canal. Voilà, j'étais martyrisée pendant 6 semaines psychologiquement. Voilà. Voilà, c'est pas un film sur lequel il y a vraiment de bons souvenirs. Hein. On était tout le temps dans l'urgence, et les producteurs qui râlaient, voilà. C'était juste impossible de. Enfin, c'était très compliqué. Donc les bons souvenirs. Voilà. Pour moi, c'était plus les cascades et les moments où... Moi, ça me permettait plus de souffler tout le côté physique. Non, la prépa était vraiment intéressante parce que du coup, même si on avait un petit budget, on a vraiment investi sur une préparation. Voilà, ils ont vraiment investi pour le coup sur une prépa. On avait un coach qui nous a préparé à utiliser des armes. Physiquement, on était objectif ou perdre du poids ou en prendre. En tout cas, il y avait des objectifs comme ça et des challenges. Donc c'était plutôt intéressant de se dire, voilà, il y a un vrai travail d'acteur avant, c'est excitant, quoi. Il y a ça, le tournage, c'était vraiment, on était un peu tête baissée, voilà, avec la même ambition d'essayer de faire le même film. Ça reste une parenthèse, et puis sinon il y a eu des petits moments de vie comme ça, d'échanges, de complicité, et juste de savoir moi j'ai beaucoup aimé les scènes où on était juste ensemble, il y en a très peu. Mais pour moi, c'est important d'avoir un échange et de pouvoir compter sur l'autre. Et les moments où voilà, il y a la générosité de l'autre acteur et sur lesquels on puisse se reposer, c'était un peu des moments de soulagement. Voilà. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'était mes moments préférés. Là, on se comprenait d'un regard. Puis il y avait une espèce de solidarité entre nous qui était vraiment, voilà, qui me soulageait pendant le tournage. Moi j'ai beaucoup aimé le film la première fois où je l'ai vu. Mais je pense que c'est plus facile pour moi de le voir que pour toi. Non? Pourquoi? Parce que toi, le début, tu as des scènes assez... Enfin, c'est difficile de se regarder, non? Ça va être dur. J'ai du mal surtout de me regarder. Ça va être dur de se regarder. C'est difficile d'avoir du recul, hein, franchement. Honnêtement.
Donc j'aime regarder mes films, genre si je dois les voir, 3-4 ans après l'autocritique, mais alors la fête, c'est limite sanglant. Voilà. Non, mais il y a plein de choses qu'on n'aime pas, quoi. À un moment, je me dis, ça va pas se crier comme ça, c'est trop, quoi. Il y a plein de choses qui, pour moi, me paraissent pas possibles. Techniquement, en plus, je vois des choses derrière la caméra. Voilà, c'est pour ça que je peux pas avoir le recul. C'est que je suis hyper critique. Hyper critique. C'est saoulant pour tout le monde. Vraiment, quoi. Donc, je m'abstiens de pas être tout ça. J'ai beaucoup de mal à regarder le film. J'en ai parlé avec lui. Pascal me dit simplement, voilà, je suis pas Zulawski, t'es pas Isabelle Adjani. On en est là à ce moment, à cet instant précis, avec la plus grande modestie du monde. On a essayé de faire le film qu'on voulait, tous les deux. Moi, j'ai fait mon maximum, toi aussi. C'est mon deuxième film. Donc voilà, c'est le deuxième film de Pascal. Moi, c'est mon troisième film. Notre inexpérience fait que on s'est raccroché à plein de choses. C'est Martyr, c'est nous l'année dernière. Avec tout ce qu'on a pu donner et la même envie, l'envie réciproque de réussir ce film. Ouais, moi j'ai beaucoup de mal avec moi au début et même à la fin. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Tu ne t'aimes pas dans le film? Je sais que c'est chiant de le dire, un peu. Voilà, il faut pas le dire, mais ouais, j'ai du mal. Et le film appartient au réalisateur, c'est-à-dire lui, c'est sa conception, sa vision des choses, de Lucie, d'Anna. Il récupère certaines émotions qu'il a préférées à d'autres, il fait son mixage, et tout ça ne nous appartient plus, quoi. Et ça, c'est vraiment assez frustrant quelque part. Là, on est arrivé sur Martyr, sur le plateau, il fallait arriver, il fallait jouer, il fallait être dans des émotions de fou tout le temps. On n'avait pas le temps de réfléchir, on n'avait pas le temps de se poser des questions, de vraiment construire. Il fallait être sur l'instinct plus que sur la réflexion. Et c'était c'est très différent de Maroc. Moi, personnellement, je sais que ça répondait exactement à mes attentes, c'est-à-dire que je cherchais un film dans lequel je puisse aller dans des extrêmes, voilà, me surprendre, et m'essayer aussi à des émotions que quand on est femme de dentiste dans une comédie française, on a moins l'occasion de faire. Donc voilà, moi j'avais besoin d'essayer des choses un peu folles. Martyr, pour ça, ça a répondu à plein de questions auxquelles je me posais, que j'ai jamais pu exercer, voilà, en tant qu'acteur. Donc c'était parfait. Voilà, si on travaille avec Logier, on rentre dans l'univers de Logier, quoi. Et c'est douloureux, ça demande un investissement fou. C'est passionnant, certes, mais c'est peut-être une expérience, je parle pour Morjane, à vivre une fois. Je sais que Pascal et moi, on a travaillé de façon conflictuelle. Et je suis sortie épuisée de cette expérience. Donc voilà, avant de renouveler, même si ça donne des choses vraiment intéressantes, totalement différentes de propre idée qu'on a de soi, je sais pas si pour le moment je suis capable de retravailler avec Pascal, quoi. Je fais le film de Johann Sfar et c'est le film sur la vie de Gainsbourg. Voilà, qui doit se faire. Il y a un film sur la vie de Gainsbourg qui se fait. Et donc voilà, je peux dire que ça, mais je suis dans ce projet et vraiment ravie de faire partie du casting. Et moi, il y a le prochain film de Leila Marrakchi, la réalisatrice de Maroc, qui est en train de se... On va tourner en janvier. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a et puis je suis ravie de le faire. Je suis pas sûr qu'on tire des leçons d'un film, je sais pas exactement ce que j'ai tiré comme leçon de Saint-Ange, mais en tout cas j'en ai tiré une expérience de vie. Enfin, c'est toujours pareil, je pense pas qu'il y ait de ligne directrice si consciente, en tout cas chez moi, d'un film à l'autre. Et comment se passent les moments de digestion après la sortie d'un film, après les critiques, après une controverse artistique qui avait été Saint-Ange, que le film avait été très défendu et très attaqué.
il y a surtout mon rapport personnel à ce film. Et je crois que Saint-Ange était et le film de l'homme que j'étais quand je l'ai fait, quoi, du gars de 32 ans qui fait son premier long métrage, et que Martyr est de la même façon le film de la personne que je suis aujourd'hui. C'est tout simple, Saint-Ange a été un film entièrement storyboardé, entièrement préparé, au plan près, ce qui ne veut pas dire que j'ai tourné tous les plans prévus, mais je suis allé sur le plateau armé d'un certain nombre de convictions qui ne bougeraient plus. Et j'essayais effectivement de faire rentrer le réel dans ces convictions et dans ce niveau intense de préparation. J'entendais depuis des années en tant que cinéphile des cinéastes comme Maurice Pialat, comme Bresson, comme Jacques Doyon parler de la prégnance de la réalité sur le plateau et de comment un metteur en scène laisse venir à lui cette réalité et en fait la matière de son film. C'est des choses que je trouvais très séduisantes intellectuellement. Moi, j'avais beaucoup de mal à comprendre. Et là, j'ai décidé vraiment de me mettre en danger et de le faire sur Martyr. Donc, j'ai parfois tourné ces films comme un film d'auteur, entre guillemets, français, c'est-à-dire, au fond, en ne prévenant pas le cadreur de ce qui allait se passer, en disant des choses très succinctes aux comédiennes, et puis de faire tourner et de voir ce qui se passerait. Donc j'intervenais sans couper la caméra, en direct. Ça a été un gros boulot ensuite sur les rushs d'enlever ma voix, parce que je faisais un peu au fur et à mesure. Je dis bien sans couper la caméra. Et puis il y a des fois ça marchait, c'était extraordinaire. Et quand ça marche, ça, on a une espèce de conviction d'évidence sur le plateau que la vie traverse le plan et que ça échappe au cinéma, entre guillemets. Alors que c'est peut-être ça le cinéma, hein, et puis il y a des moments où ça ne marche pas du tout, où on se rend compte qu'on est juste en train de tourner des choses parfaitement inutilisables et qu'on est en train de faire n'importe quoi. Cette méthode appliquée à ce registre de cinéma-là, parfois me donnait des sueurs froides. Et en gros, la première semaine a été un relatif cauchemar parce que j'étais encore essayé un peu accroché à une sorte de planning d'un certain nombre de pages de scénario que je devais tourner par jour, et puis au bout du deuxième plan de la journée, vu la méthode employée, j'étais mort, quoi. Le plan de travail avait explosé et j'avais d'ores et déjà le directeur de production dans le dos qui me disait on n'y arrivera pas. Donc je prenais des retards, retard sur retard sur retard. Et après j'ai fait comme tout le monde, j'ai simplifié, j'ai coupé des choses dans le script, je me suis parfois contenté de matériel que je trouvais pas suffisant. Enfin, après c'est le royaume de la frustration, du deuil, du contournement, de dealer avec la volonté de base, quoi, par rapport au résultat. T'as pu les voir? Ils ont changé, mais c'est eux. Ça a été un film peu réfléchi, hein. Autant Saint-Ange a été le résultat d'années et d'années de cinéphilie, de fantasmes, je dirais presque post-adolescent autour du cinéma, autour notamment du cinéma victorien, de mon fantasme du 19e siècle, d'une idée ultra littéraire du cinéma. Autant Martyr, c'est un film qui s'est fait à partir de circonstances très concrètes qui n'ont rien d'artistique. C'est un coup de téléphone de Manuel Alduy, producteur à Canal+, auprès de mon producteur à moi, Richard, en disant on aime le film de Pascal, on a besoin de films de genre pour notre case à nous, on a envie d'en produire, est-ce que Pascal a un scénario? Donc on a vu un peu, c'est un peu l'occasion qu'a fait le larron. Moi j'en avais un peu marre de développer des films, j'avais vraiment envie de passer à l'action, j'avais envie de tourner. Et puis là on a vu avec Richard l'opportunité de monter un projet vite et on y est allé. Donc c'est un film au fond qui a été assez peu réfléchi. Je pense que si j'avais un peu cogité, j'aurais jamais fait un film comme ça. Je me serais dit mon Dieu, est-ce que ça va pas arrêter net ma carrière? Est-ce que comment la France actuelle peut prendre un film comme ça? J'ai d'ailleurs toujours pas la réponse à ces questions, mais je me les suis pas posées, en tout cas pendant le processus. J'aime bien cette idée que le film est un film de gestes. Comme on disait, une chanson de geste, c'est-à-dire une chanson qui correspond à un état très précis à un moment donné, et puis qui est une réponse à ce sentiment, comme un geste qu'on fait, comme une sorte de pensée ou de sentiment qui se traduit par une création. Voilà. Et Martyr, je l'ai fait un peu comme ça, ce qui m'a évidemment pas empêché de cogiter très précisément aux matériaux avec lesquels j'écrivais, auxquels j'étais confronté, parce que c'était un film qui était constamment sur la ligne. Donc aujourd'hui, moi je suis très 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 tranquille sur le contenu idéologique et moral du film. Après, chacun sa morale, mais par rapport à la mienne, et il n'y a que la mienne qui m'intéresse en l'occurrence, parce que c'est moi qui je signe mes images. Moi je suis plan par plan, j'assume et je revendique absolument chaque photogramme de ce film. Il y a eu un petit espace-temps dans le cinéma d'épouvante très très récent que les Américains ont appelé le torture porn.
C'est-à-dire ce mélange de pornographie et de violence, enfin, dont effectivement le Capitaine et Hostel, qui a été en plus un gros succès. Il y avait Saw avant, même si ce sont des films un peu différents, mais oui, il y avait un retour à cette espèce d'idée totalement physique, même physiologique de l'horreur. Si vous voulez rester en vie, arrachez-vous un œil, avec cette participation un peu ludique du spectateur. Et moi, à leur place, je ferais quoi? Est-ce que je m'arracherais un œil ou est-ce que je préférerais mourir? Enfin, des choses au fond qui viennent vraiment de la tradition du grand guignol, le pendant grand guignolesque du gore actuel, que en tant que fan, moi, j'aime beaucoup. J'ai rien contre, j'aime beaucoup Hostel, je m'en souviens, je l'ai vu à Toronto, avec mon ami Christophe Gans, on s'est éclaté. C'était vraiment pour nous un pur film d'exploitation comme dans les années 70. Raciste, juste ce qu'il faut, comme était raciste les films de Charles Bronson. Enfin, on a juste pris un pied de cinéphile déviant, quoi. Donc j'ai trouvé ça vachement bien, c'était super bien tenu. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et d'une certaine manière, il est évident, vivant aujourd'hui, que j'ai été, d'abord en tant que spectateur, influencé par ça. Mais toujours est-il qu'il est évident que Martyr s'inscrit, je dirais, industriellement, voilà le mot que je cherchais, dans un retour au film de torture. Maintenant, je crois que vraiment, avec la même honnêteté, il n'y a à peu près aucun rapport entre Saw, entre Hostel et entre mon film. Je pense que les films ne cherchent pas du tout la même chose, ne sont pas du tout sur les mêmes registres. Et je dirais même que d'une certaine manière, Martyr, c'est un peu l'anti-Hostel, ou Hostel, c'est un peu l'anti-Martyr. La brutalité du film, pour moi, est sans aucune commune mesure avec la brutalité du moindre programme quand j'allume ma télé à 20h50. Quoi. Pour de vrai. C'est juste une violence et une agressivité très différentes. Mais moi, je trouve Koh-Lanta, où je trouve que le meilleur gagne, je sais pas, enfin, le truc avec Bocconi là, sur TF1, là, le truc de l'émission d'humiliation, hein, tellement plus violent, brutal que mon film. Et puis tellement cynique, quoi. C'est carrément la compétition, la loi de la jungle est devenue tellement une évidence aujourd'hui dans le système qui nous fait vivre ensemble que ça donne carrément des jeux télévisés, quoi, qui sont des métaphores directes du système. Enfin, il n'y a rien d'original dans ce que je dis, hein, je ne vais pas faire de la révolution à 2 francs 50, mais chez moi c'était suffisamment fort pour que ça me donne une envie de film. J'avais vraiment l'envie de donner l'impression aux spectateurs que les choses arrivaient devant eux comme une sorte de happening en direct. Et je voulais vraiment qu'on ait une sensation viscérale de ce qui se passe à l'écran. Je ne voulais pas de commentaires, je ne voulais pas faire un film postmoderne, je ne voulais pas de citations. Je voulais effectivement qu'on soit embarqué vraiment physiquement dans l'intrigue. Donc ça m'a beaucoup plu, cette idée qu'effectivement le film, dès ses 10 premières minutes, soit dans le vif du sujet. Et la musique des Seppuku, moi je l'adore, je suis vraiment fan de la musique parce qu'elle est à la fois profil bas et quand elle arrive, elle est pour moi irrésistible. C'est-à-dire qu'elle balance un certain nombre de thèmes, presque parfois un peu à l'italienne, avec ce contrepoint qu'avaient les Italiens, sur une scène extrêmement gore, de pouvoir balancer une espèce de gravité tragique alors que ça pourrait être du grand guignol, ne jamais aller dans ces clichés-là. Ils ont toujours trouvé, parce qu'ils ne viennent pas du cinéma fantastique, parce qu'ils ne viennent même pas de la musique de film, c'est d'abord un groupe de musiciens électro, pop-rock, enfin ils ont fait plein de choses très différentes. La musique, c'est le point de vue du metteur en scène, quoi. C'est à un moment donné le film qui a conscience de lui-même et qui, je ne dis pas forcément qui se commente, mais on est dans un registre de cinéma. Et ça, j'avais vraiment envie. Je dis bien, j'ai enlevé des minutes entières de musique sur le film. Et il y avait plein de séquences qui étaient prévues, musicales, et j'ai enlevé. Simplement en me rendant compte que ça marchait, quoi. Les effets spéciaux de maquillage, je les voulais à l'image de tout le reste du film. Je ne voulais pas arrêter le film pour montrer mes effets. Je voulais vraiment que les effets soient intégrés à ce qui se passe physiquement dans le scénario, dans le récit. Et je voulais éviter au maximum le côté insert, gore, tourné quelques semaines après sur fond, sur un morceau de mur de décor. Enfin, on a essayé d'arrêter le tournage le moins possible pour les effets. C'est-à-dire vraiment de les filmer en plan large avec les comédiens. On a souvent refait des prises parce que même si les effets étaient parfaits, la comédienne ne l'était pas parce que trop occupée à régler le problème artisanal de l'effet. Il n'était qu'un des nombreux outils qu'on avait à notre disposition pour raconter notre histoire. Et comme c'est un film vraiment sur la chair, sur le corps, c'est un film très très proche des corps, il n'y avait aucune différence pour moi entre filmer le corps de mes héroïnes et le corps des créatures du film, quoi. C'est que je filmais vraiment comme des personnages
Donc ça a été beaucoup plus une affaire de trouver le design en amont, en préparation, avec Benoît Lestan et l'équipe d'Adrien Moreau à Montréal. On a passé beaucoup de temps à designer les personnages, à trouver les choses les plus justes. Au départ, Benoît, parce que c'est sa culture, avait tendance à me proposer des choses trop américaines, notamment pour la créature, des choses trop sorcières, trop goût, trop cinéma d'épouvante américain. Et moi j'ai eu tendance à enlever un peu des couches pour que ce soit le plus réaliste possible, le plus simple possible. Et parfois, on faisait en sorte que la créature soit presque belle, enfin soit plus féminine que les designs qu'on me proposait. Je voulais pas un côté train fantôme pour le film. Plus peinture de Raphaël, plus peinture de Francis Bacon, voilà, où on sait que le corps atteint, le corps malade, le corps gangréné, le corps torturé dans la vraie vie est déjà spectaculairement baroque, quoi, et que c'était pas la peine d'en rajouter dans la monstruosité, dans le côté créature. Parce que de fait, c'était pour moi un projet très impudique. Martyr, c'est un projet très très impudique. J'ai l'impression de montrer mes fesses, quoi. Enfin, alors que dans 5 ans, j'avais plutôt tendance, c'était un film un peu de nerd, j'avais tendance à me planquer derrière mes propres références, les références que j'ai et dont je sais qu'elles sont partagées par certains spectateurs, en disant, voyez, regardez ma collection de DVD, regardez ce qui m'a fait triper pendant 15 ans dans le cinéma des autres. Et donc, moi, comme je suis très cinéphile, j'ai un souci personnel, c'est que je suis toujours plus intéressé par les films des autres que par les miens, vraiment. Je continue à faire des films, je m'acheter les DVD des films des autres. Donc à un moment donné, ça m'a vraiment intéressé, parce qu'encore une fois, cette période de ma vie me le permettait, parce que je crois que j'en avais enfin la maturité. J'avais vraiment envie de montrer un peu mes couilles sur mon deuxième film. J'avais tellement conscience que c'était, que du point de vue d'un comédien, un film comme ça était périlleux, que en fait l'envie d'une comédienne de faire le film participait à 50% de mon envie, de ma décision finale, du choix de casting. C'est-à-dire que le fait que Mylène soit à ce point enthousiaste sur le scénario et me fasse très, très clairement comprendre qu'elle était la fille du rôle et qu'elle avait vraiment très très envie, et qu'à ce moment de sa vie, Martyr rentrait dans un certain nombre de choses qu'elle avait vraiment envie de faire, ça a participé vraiment, ça et des essais très très bons qu'elle a fait. Ça a vraiment fait la décision autant que les essais. Marjana m'a très clairement dit, c'est la première fois que je reçois un scénario où je ne joue pas l'arabe de service. Donc moi je suis très flatté de ça. Moi je la vois pas parce qu'elle est arabe, je la vois parce qu'à un moment donné je vois Maroc, le seul film qu'elle ait tourné, que je la trouve extraordinairement singulière, que j'entrevois le personnage, et puis au bout de 5 minutes que je la rencontre sur la place Saint-Michel à la Fontaine, je sais au bout de 10 minutes, sans avoir besoin de lui demander de faire quelque essai que ce soit, que c'est Anna, que c'est le personnage de mon film. Je le sais, c'est une évidence, et en l'occurrence Marjana n'a fait aucun essai. Et puis après les deux ensemble, répétition, travail sur le corps pendant des mois et des mois avec la directrice des cascades, et puis je vois que ça fonctionne, je vois que chacune a l'énergie de son personnage, quoi. Marjana est quelqu'un de très doux, en tout cas d'apparence, sa dureté, sa noirceur, elle se situe autre part, elle s'exprime autrement que Mylène, qui est quelqu'un de plus direct, de plus frontal, de plus en crise, et que ça correspondait parfaitement au personnage. Mylène, elle passait quand même ses journées entières à devoir pleurer pour de vrai. Donc au bout de 2 heures ou 3 heures, sans compter que vous pleurez pour de vrai avec des vraies larmes et tout ça, il faut tenir 12 heures, quoi. Il faut tenir 12-14 heures par jour pendant des jours entiers. Donc ça ne pouvait pas se passer comme ça, quoi. Et moi, il fallait aussi que je surmonte un certain nombre de mes inhibitions, et que je me force à leur faire parfois un peu mal, à leur demander, à exiger qu'elles se refassent mal, parce que dès que j'y croyais plus, je gardais pas la prise. Donc, alors on n'a pas tous les jours envie de se faire mal, quoi. Ça peut être amusant, mais un peu hystérique pour tout le monde pendant 2-3 heures, quoi, de dire allez, on va jouer au psychopathe, on va faire un film fiévreux, bon, mais il faut tenir au quotidien pendant 14 heures avec les problèmes techniques, c'est un film compliqué, mais personne n'a dit que ça devait être facile et simple de faire un film. Ça me plaisait beaucoup, dans la France actuelle, de faire un film comme ça, quoi. Ça m'intéresse beaucoup. Je pense que mon pays a connu des époques plus détendues, plus avant-garde, plus douces, et que ça m'intéressait dans ce manque de douceur d'y aller à fond et de proposer là pour le coup un film sur lequel les gens puissent se positionner et puissent réagir, quoi. Voilà, ça m'intéressait beaucoup de faire un film qui oblige les gens à se positionner.
un moment donné à se dire de quel côté je suis du film, est-ce que je suis avec ou est-ce que je suis vraiment contre. Clive Barker avait dit récemment le problème de l'horreur actuelle pour moi, c'est qu'elle est conservatrice, quoi. C'est qu'elle est du côté des, elle est plus du côté des monstres, elle est du côté des gens qui doivent se débarrasser des monstres, se débarrasser du chaos, quoi. Et ça, c'est un truc qui va toujours un peu poser problème. Même des films d'horreur que j'aime bien, hein, même des films d'horreur faits par des fans au-delà de tout soupçon, enfin des gens qui font leur travail au sérieux. Il y a vraiment, à nouveau, on est dans une espèce de moment qui est très très parlant sur l'époque, où le cinéma d'épouvante est du côté de ceux qui gagnent. Voilà. Il est du côté des cow-boys, et moi j'ai plutôt tendance à préférer le cinéma d'épouvante du côté des Indiens, quoi. Au moment où je vous parle, on en est à plus de 40 pays vendus, et c'est assez rare pour un film français, et en même temps, ça justifie ce en quoi on croit, enfin on est un certain nombre à le croire depuis longtemps, c'est que pour de vrai, les distributeurs étrangers se fichent de savoir si un film est français, danois, norvégien, italien. Ce qui compte, c'est l'intérêt que que le film inspire. Donc il y a, voilà, Martyr a visiblement, et j'en suis très, très heureux, a une vocation à voyager. Le film va être montré dans beaucoup de festivals. Les réactions étrangères à Cannes, notamment des sites américains, ont été extrêmement différentes. On a pour l'instant des reviews, ils appellent ça des reviews assez dithyrambiques, et moi ça me fait plaisir parce qu'il y a effectivement en France un certain nombre de gens qui prendront de toute façon ces films-là de haut. Et on a en France, quand on fait ce cinéma-là, on a en France un certain nombre de combats à mener qui pour de vrai font pas partie de notre métier. Je crois que je suis pas le seul à le dire. Et en ce sens, je me sens très solidaire et très proche de mes petits camarades qui, comme moi, tentent de gravir cet Everest qu'est d'essayer de faire du cinéma fantastique en France. On a à mener un certain nombre de luttes qu'on a pour de vrai qui sont illégitimes, qu'on n'a pas à mener. Je dis bien d'essayer de convaincre que ce qu'on fait, c'est pas tout à fait nul. Et je sais bien que d'autres cinéastes qui font autre chose, on passe ces combats-là à mener. Ils sont jugés vraiment à l'aune de leur travail. J'ai été taxé parfois d'être très orgueilleux, je confirme que je le suis très orgueilleux, mais je ne suis pas du tout prétentieux, c'est-à-dire que je n'ai pas la mégalomanie d'être absolument amoureux inconditionnel de mon travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le niveau de résultat que le chemin, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est d'être encore là dans quelques années à faire des films, et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vie riche, quoi. Moi, ce qui m'intéresse autant que le résultat de Martyr, c'est ce que j'ai vécu en tant qu'être humain en faisant Martyr. C'est de partir plusieurs mois au Canada, c'est de rencontrer des gens que je ne connaissais pas, c'est de mener ce projet à bout de bras. Moi, je dis bien à titre individuel, ça m'intéresse au fond beaucoup plus que de savoir où je me situe dans l'histoire du cinéma. Je m'en fous. De toute façon, comme disait Gainsbourg, quand on lui demandait est-ce que vous travaillez pour la postérité, Gainsbourg répondait mais qu'est-ce que la postérité aura fait pour moi, quoi. Sous-entendu quand je serai au fond du trou. Moi, voilà, le cinéma pour moi, c'est une façon de m'amuser beaucoup sur ici-bas. Voilà, en attendant le pire inéluctable. Il est très très probable que mon prochain film soit enfin mon premier film de garçon, de mec. Et ça m'intéresse beaucoup de me confronter enfin à des personnages masculins, à l'idée d'un groupe, puisque le film tourne autour de ça, d'un groupe d'hommes. Et ça m'intéresse parce que pour l'instant, je ne sais absolument pas comment je vais faire. Et ça m'angoisse. Donc, comme mon principe, moi, c'est d'aller vers mes angoisses pour essayer de les dépasser et d'avancer. Je trouve que c'est un projet qui tombe vraiment parfaitement bien. C'était un film très compliqué, c'est un film très très compliqué qui a été très difficile par son sujet. Et donc en fait, ce qui se passait, c'est que comme Pascal et moi on est restés très longtemps là-bas, ça coûtait moins cher à la production de louer une maison que de nous mettre à l'hôtel. Donc en fait, on a partagé pendant plusieurs mois une maison à Montréal, on avait chacun un étage. Et donc oui, j'étais son confident par la force des choses parce que voilà, j'ai vu toute l'élaboration du film qu'on ne voit pas d'habitude, tous les problèmes qu'il a eu, à tous les points de vue, le décor par exemple, le décor principal de la maison. Le film a fini par être tourné en studio, mais au départ ça devait être un décor naturel, donc je l'ai vu partir en repérage, jamais trouver sa maison, avoir des problèmes, et puis le moment où il paraît évident qu'ils n'arriveront pas à tenir la date de tournage et qu'il a fallu repousser, ce qui moi m'a arrangé, ça me donnait du temps supplémentaire.
Voilà, ouais, j'ai connu tout ça, et puis ça n'a pas été simple pour lui, quoi. Alors je sais pas si j'ai le droit de le dire, ou s'il faut le dire, mais c'est un film qui a été très pénible à monter aussi. Je crois qu'ils ont eu énormément de problèmes, c'est-à-dire qu'ils ont monté, je sais pas, ils ont peut-être mis 6 mois à monter le film. Enfin, c'était un film très compliqué du début jusqu'à la fin, quoi. Donc je suis allé les voir au montage 1 ou 2 fois pour donner mon avis sur certaines choses. Je l'ai vu par petits bouts, en fait. J'ai vu le film par petits bouts, et puis un jour je l'ai vu fini. Et je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que le film était mieux que ce que j'attendais, en fait. J'ai vraiment été estomaqué, et en plus je me suis rendu compte de ce que je savais déjà, c'est qu'il paraissait évident que Pascal est un auteur, enfin qu'il a des thèmes. C'est incroyable comment la dernière partie du film m'a fait penser à Saint-Ange, en fait, mais il poursuit toujours la même chose, quoi. Il poursuit la même idée, et j'ai trouvé le film, c'est la magie du cinéma, quoi, par rapport à la difficulté dans laquelle il a été fait, le chaos dans lequel il a été fait, les problèmes. C'est incroyable de voir à quel point le film fini paraît cohérent, alors que ça a été une bataille de tous les instants, quoi. C'est eux, Anna. T'as pu les voir? Ils ont changé, mais c'est eux. Moi, de mon côté, en plus, j'ai été obligé de m'adapter aux horaires canadiens qui sont absolument démentiels. C'est-à-dire que là-bas, syndicalement, les journées de tournage font 12 heures et commencent à 7h du matin ou 7h30, je crois, quoi qu'il arrive. Donc quand vous avez un maquillage qui dure 4 heures, bah, vous faites le calcul, vous commencez à maquiller à 3h30 du matin. Après, vous enquillez 12 heures de tournage, et puis après, il faut démaquiller la personne. À chaque fois qu'il y avait des grosses journées de maquillage, il y en a eu pas mal, je faisais 18 heures sur le plateau, et ça m'a rétamé. Enfin, moi et les membres de mon équipe, d'ailleurs, on était rétamés à la fin, carrément. Au bout de quelques jours, on faisait des shifts, on venait à 3, et en fait, au milieu de l'après-midi, il y en a un qui allait dormir, parce que humainement, c'était pas possible, quoi. Et ça, j'avais jamais fait ça, quoi. Arriver à ce stade de fatigue et d'épuisement, après 2 mois et demi de préparation d'atelier, c'était pas forcément toujours les vacances, quoi. Un jour, j'ai fait livrer des fleurs à Mylène Jean-Paneuil parce que j'ai fait une faute professionnelle absolument monstrueuse. J'ai tellement claqué que au milieu d'après-midi, en fait, j'avais quitté le plateau parce que j'avais oublié un truc, et en fait, je me suis endormi. Et Mylène s'est retrouvée à la fin de la journée. Et j'étais pas là pour la démaquiller, j'étais complètement endormi, donc ça a créé un petit scandale, et elle m'en a un peu voulu. Mais voilà, c'est des trucs psychologiques, quoi. C'est des rapports humains qu'il faut gérer, qui sont toujours à peu près les mêmes, liés au fait que les comédiens n'aiment pas les maquillages spéciaux. De qualité, de quantité de travail, ça a pulvérisé tout ce que j'ai pu faire. Ça m'a fait plaisir a posteriori de faire un film assez différent, de faire comme ça, de revenir sur un film avec énormément d'effets gore, parce que j'avais débuté là-dedans, et que c'est vrai que j'avais pas beaucoup bossé sur la plupart des films de genre qu'il y a eu ces derniers temps, hein, toute cette nouvelle vague. Disons que le résultat légitime toutes les souffrances de ce film. Même si je continue à trouver le film un peu difficile, mais je pense que c'est un film intelligent, et surtout toute cette vague de films de genre qu'il y a eu, je pense que c'est vraiment le meilleur et de loin. Parce que c'est vraiment au-dessus des autres, c'est-à-dire que c'est vraiment un film il est vraiment arrivé à faire un film d'auteur gore, en fait. Je suis content d'avoir participé à ça, et de me dire bah oui, que ça valait la peine d'en chier un petit peu pour à l'arrivée que mon nom soit associé à ça. Je vérifie que mes petites prothèses sèchent bien. L'atelier où je fabrique ces merveilleuses choses, voilà, donc c'était un peu le bordel. Différents produits chimiques que j'utilise pour faire mes prothèses, voilà. Tout est sur les étagères, et puis là vous avez une réserve de moules à partir desquels on fabrique les prothèses, une bouche en l'occurrence. Un petit piranha, ça, pour un film qui s'appelait L'Antidote, avec Jacques Villeray. Voilà. Ça, c'est ce qui reste de fausses mains en silicone pour Brocéliande. Ça, c'est une prothèse pour Joachim Garraud, disc jockey, pour la publicité pour sa campagne, là, pour la tournée qu'il fait en août.
Il était déguisé en martien. Ça c'était pour Arsène Lupin, c'était une fausse tête. Ça c'est pour le scaphandre et le papillon. C'était un masque de Mathieu Amalric qui était porté par un cascadeur. Quoi d'autre? Un autre morceau de Mathieu Amalric pour toujours le scaphandre et le papillon. Et puis différentes fausses têtes. Ça c'est Alice Taglioni dans Brocéliande. Ça c'était pour Sade de Benoît Jacot. Ça c'est Vincent Pérez pour un film de Pavel Longuine il y a 10 ans. Voilà. Ça c'était, je ne sais plus pourquoi, une petite main de martien. La technique de fabrication est toujours la même, c'est-à-dire qu'on part d'un moulage du comédien, une empreinte qu'on fait avec de l'alginate qui est le produit que les dentistes utilisent pour mouler les dents. Et à partir de cette empreinte, en fait, on coule du plâtre pour obtenir ce qu'on appelle le positif. Donc là, en l'occurrence, on reprend Joachim Garraud, vous voyez le nez de Joachim Garraud. Et là-dessus, soit avec de la pâte à modeler, on resculpte ce qu'on veut faire, ce qui sera la prothèse, donc un nez de Cyrano, une coupure, qu'on remoule et qu'on tire dans des matériaux plastiques, soit à partir de ce moulage-là, en fait, par une série d'étapes, en fait, on arrive à ça, qui est en fait une reproduction du comédien, mais qu'on tire dans du silicone, un matériau transparent qui imite la peau. Donc, quand c'est des petits moulages, c'est très rapide, c'est goupillé ça peut être fait en 10 minutes, un quart d'heure. Quand c'est des très grosses choses, très très lourdes, ça peut prendre des journées entières. Sur Morjane, sur Martyr, on avait fait des séances de moulage je crois qu'on avait fait 2 séances de moulage qui avaient duré des après-midi entières, quoi. Le squelette, c'est une chose particulière, ça on le fait à partir d'un squelette du commerce. En fait, des squelettes de médecine légale en plastique qu'on retravaille, là en l'occurrence avec du papier, du latex et de la gélatine pour simuler de la peau pourrie en fait. Là, même ça mâche, voilà. Ça se fait pas ranger. Ça va être des morceaux de cadavres aussi. Des morceaux de cadavres rongés qui se sont décomposés. Donc pareil, c'est parti d'une base d'un moulage et puis après c'est de la gélatine retravaillée et puis qui est repeinte pour simuler le côté pourri. J'ai débuté à une époque où en fait les effets de maquillage n'existaient pas vraiment. Donc très candidement, quoi, j'ai voulu faire ça comme métier et puis j'ai décidé de le faire. Et puis j'ai rencontré Jean Rollin avec lequel j'ai fait mon premier film en 1982 qui s'appelait La Morte Vivante. Et voilà, et partant de là, après j'ai enchaîné les films jusqu'à maintenant. Mais moi je travaille en fait assez rarement, je fais beaucoup de films français, classiques, réalistes, normaux. Je fais pas tellement de films de genre en fait. Ça pour un film c'est des techniques, des nouvelles techniques de prothèses qui fonctionnent comme des transferts, qu'on peut utiliser comme des transferts en fait. Donc je bosse là-dessus pour mettre ça au point correctement. Donc, en fait, c'est des prothèses qui fonctionnent comme des transferts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir un prothésiste sur les plateaux pour les poser. C'est un film qui se tourne je sais plus où, en Uruguay ou en Argentine. Et donc ils veulent pas payer ma présence là-bas. Donc l'idée c'est de mettre au point la technique pour que la maquilleuse puisse poser la prothèse toute seule chaque jour. Voilà, pour les fans, un morceau du nez de Christophe Lambert. Parce que je travaille sur un film sur lequel il va faire un boxeur et donc il va avoir une prothèse qui sera en l'occurrence ça pendant tout le film qui simulera le fait qu'il ait eu le nez cassé. Donc c'est là-dessus que je suis en train de travailler et que j'essaye de mettre au point. Je mélange des produits puis jusqu'à temps que ça marche, quoi. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, puis je garde mes formules et puis quand il y a une formule qui marche, je mets les résultats et à partir de là je décide de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas et ça permet de... On a toujours été très sérieux dans cet atelier, en fait, on a toujours fait depuis des années, c'est la seule manière un peu de progresser, on a toujours fait des cahiers de formules d'absolument tous les tests de couleurs, voilà, les tests de gélatine avec les références de couleurs. Le maître étalon des effets de maquillage, c'est The Thing, ça n'a jamais été surpassé. Ce qui est dingue, c'est que maintenant ce film a 25 ans et les effets font un peu plastoc maintenant certains trucs, mais en termes de la quantité, surtout de l'imagination,
Le Robotite, ça n'a jamais été... on n'a jamais fait mieux, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a Si, j'ai été très impressionné, en fait, quand au début de l'année, je suis allé à Los Angeles et je suis allé voir l'atelier de Rick Baker. Et j'ai vu en vrai, en fait, tous les trucs qu'il avait fait pour Men in Black et tout ça. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Tous ces trucs de maquillage-là sont assez incroyables, quoi. Mais sinon, non, The Thing reste le maître étalon des effets de maquillage, voilà, avant le tout numérique. Moi je suis pour l'utilisation du numérique, je trouve ça bien, mais je pense que c'est comme tout, le tout numérique, je suis pas trop fan. En plus là je me pose vraiment la question du passage aux projections numériques, parce que c'est incroyable comme en fait la pellicule amoindrit, adoucit les effets numériques, et quand tu vois, ça me frappe très souvent quand tu vois maintenant des DVD en HD dans une vraie chaîne numérique, je trouve que les effets numériques parfois font plus faux qu'au cinéma. Moi j'ai l'impression que le numérique, pour que ça fonctionne vraiment, il faut pas qu'il essaye, il faut accepter le fait que ça peut pas totalement reproduire la réalité, quoi. Je pense que l'avenir du numérique, c'est plus des films comme 300 où t'es dans une imagerie qui est fausse, tu vois, ou d'une imagerie qui est liée au numérique. Mais je pense, moi j'ai l'impression qu'on arrivera assez rapidement, ou je peux me gourer, mais à une certaine forme de limite dans la reproduction de la réalité, quoi. Où là je me suis dit, putain, là c'est vraiment la fin des effets de maquillage. C'était l'homme pieuvre dans Les Pirates des Caraïbes. Où là je me suis vraiment dit, je regardais ce truc là et au départ j'étais persuadé que c'était un truc en silicone qu'ils avaient animé numériquement, et après quand j'ai vu dans Cinefex qu'en fait c'était un mec normal avec des marqueurs, tout était numérique, je me suis dit oula, attention. C'est-à-dire que même un beau maquillage, parfois quand le comédien va bouger, ça va bouger de manière un peu étrange, ou enfin on n'y échappe pas, quoi. Il y a un côté vivant, mais avec les défauts que ça, hein, oui, c'est-à-dire que t'as souvent des plis au coin de la bouche ou des trucs qui se décollent, mais non, j'ai pas de souvenir de maquillage récemment vu que j'ai trouvé vraiment. Il y a des trucs par contre que j'ai trouvé très pourris, ça, ou des machins où tu te dis encore putain comment c'est possible à l'heure actuelle de faire ça, mais des trucs géniaux, non. Bueno, Mártires llega al festival por ser una película que estaba ya en el radar, ¿no?, del año. Nosotros teníamos un seguimiento muy particular al cine francés de género desde ya hace un tiempo, desde el 2001 prácticamente, con toda una nueva generación de directores. Y Mártires ya a través del line-up de Wild Bunch y de que nos habían hablado, que iba a ser una película muy especial, la teníamos muy registrada y la vemos por primera vez en el mercado internacional de Cannes, y es una película que íbamos a por ella, es decir, que llega pues un poco preparada como uno de los eventos en todas las reuniones de programación de las películas que se habían rodado, de las películas que nos habían comentado temas sobre el guión, etcétera, que una película que nos convenía mucho y que seguramente sería el nuevo paso de ese cine nuevo francés de terror, de género, que tanto impacto ya estaba causando desde principios del 2000 en todo el mundo y en Sitges muy particularmente. La primera vez que yo vi Mártires fue una reacción entre una extraña fascinación y un cierto cabreo, os lo digo así sinceramente. Es decir, me produjo un shock anímico. Me acuerdo que fue en unos cines de Cannes que están en la Rue d'Antibes, y me quedé clavado en la butaca, no sabía qué decir. Es decir, una película que me creó diferentes estados de ánimo, porque la película tiene como muchas películas dentro. Es decir, que empezaba
pues como una película de género muy heavy, pero con mucho ritmo y muy visceral, y luego se convertía rápidamente en otra cosa y luego en otra cosa más, que es la parte final, la que me dejó bastante petrificado. Me produjo como un poco de rechazo y al mismo tiempo de que me había visto una película que iba a ser muy importante dentro de la historia del género en Europa, y como lo he dicho lo fue, y que iba a ser una película fundamental para el Festival de Sitges. Me quedé bastante rato, me acuerdo, sentado en la butaca. Bueno, yo siempre me quedo hasta el final de los créditos, pero incluso encendiendo las luces y seguía ahí. Recuerdo perfectamente que me decían que si el director Pascal estaba a ver lo que opinábamos el equipo de Sitges, porque estábamos todos al completo de los que habíamos ido a verla en el Festival de Cannes. Incluso un amigo común y un prestigioso crítico británico se me acercó diciendo que te están esperando, no sé qué. Y dije, no quiero hablar de la película, no quiero ver a nadie. Y me salí del cine como bastante en un estado de irritación, fascinación, pensamiento interno, y tardé días en reaccionar. Tardé muchos días en reaccionar y no sabía muy bien cómo afrontar la película en el festival. Pero bueno, lo hablé con mi equipo, lo pusimos todo en común, y evidentemente una película que todos estuvimos de acuerdo en que tenía que estar en Sitges, ¿no? Pero que nos enfrentamos también a una película que iba a despertar muchísimas debates y muchísimas polémicas. Pascal Augier es un tipo de una cultura cinematográfica estupenda, con el que yo personalmente conecto muchísimo a nivel personal, hablando de cine. Nos hemos pasado en Sitges comidas y cenas larguísimas que se han alargado hasta tantas, hablando de cine de género, de cine muy especial, a veces de exploitation europea, de norteamericana. Es un director de cine que sabe mucho sobre el género, sabe todas las catacumbas del propio género. Es decir, no está haciendo esto por postureo, ni porque sea moderno, ni porque se lleve. No, el tipo lo vive. Y dentro del cine francés creo que Pascal Augier ha sido una voz absolutamente irreverente, necesaria para un cine francés que ha sido en los últimos años muy conformista, y que él ha sido una de las pocas voces, a través del género, pero ha sido una de las pocas voces que se ha atrevido a hacer un cine francés un poco que respondón y que pegase algún puñetazo. Estamos demasiado acostumbrados a un cine procedente del país vecino, demasiado burgués conservador, de comedias que pueden ser muy divertidas y te pueden dar una buena, pero que yo personalmente estoy un poco harto de películas de franceses tomando rosé y con un plato de paté de campana en el plato, y hablando de la vida y de lo bien que les va la vida, todos de un nivel social más o menos respetable. Ese tipo de comedia francesa agradable o de comedia francesa que en Francia funciona muy bien, pero que a nosotros no nos llega, ¿no? De un humor a lo mejor un poco local o muy francés, o un cine de autor muy coyuntural y a veces demasiado sobrevalorado. Entonces, a través de toda la mecánica de cine de género, que en Francia es muy contestada y ha sido muy difícil levantar, incluso todos estos directores lo han pasado muy mal y lo siguen pasando muy mal por los mecanismos de producción que a veces hay en Francia, Pascal Augier es el más agresivo, es decir, incluso más que Julian Marie, Alexandre Bustillo y otros, y Xavier Gens, ¿no? Que eran directores de su misma generación y que aparecieron en el panorama al mismo tiempo. Pascal sigue siendo el tipo duro, el tipo que sabe que te va a golpear y que no te va a dejar indiferente, ¿no? Y así está siendo, ¿no? En la evolución de su filmografía. Sundance es una película que siempre me interesó, es decir, una película que no pudimos subir por timing en Sitges, porque se estrenó antes, o ahora no recuerdo exactamente, pero no fue en el timing del año donde podíamos tenerla. Y me pareció una película que, vista ahora la filmografía de Pascal, quizás la más clásica, ¿no? No diría convencional, porque no lo es. No es la típica historia de fantasmas tampoco, ni tiene que ver mucho con otras películas similares de la época. Ahí estuvieron en esos momentos películas y un poquito más adelante, pues de Los Otros, El Orfanato, muchísimas películas que jugaban con esos universos de lugar
más o menos hechizado, encantado, donde pasaban cosas raras, la película de Pascal es mucho más compleja, es mucho más menos evidente que muchas de esas otras películas que alcanzaron un gran éxito. Y siempre me interesó ese universo que planteaba, pero evidentemente donde está ya Pascal es el Martis, pero luego su filmografía posterior a mí me ha seguido interesando. A mí la de Talman es una película que quizá maneja muy bien o se enfrenta muy bien a los estilemas y las convenciones de un cine más americano, más americanizado, más propio de gustar hacia Hollywood, con estrellas ya del cine norteamericano, con un paradigma de suspense más propio del cine que se hace allí que el de europeo, pero me gusta porque evidentemente mantenía un fondo de rareza, de peculiaridad que la identifica con el thriller europeo también y con el horror europeo. Es una película que a mí personalmente me interesó mucho más de lo que pareció interesar en cierto momento al público de Sitges, que quizá le pareció como que Pascal se domesticaba un poquito, ¿no? Que jugaba a... Bueno, voy a gustar a los que me han acusado de ser un director demasiado visceral, demasiado al margen, demasiado fuerte, ¿no? Y luego que eso no estaba en la mente de Pascal lo demuestra Goslan. Goslan a mí, que personalmente es una película que también tiene ese punto que me molesta un poco, como Mártires en algún momento, pero también me pasa como Mártires, me parece un ejercicio de puesta en escena fascinante, ¿no? Y me parece como Mártires una de las películas más aterradoras de los últimos años. Es decir, que vuelve a coger ese atreverse a tener una temática y unas imágenes que te rompen totalmente las convenciones y que te golpean desde el género, desde el terror de género, pero que te dan muy fuerte en lugares que no son propios de donde te machaca el cine de género tradicional, sino que te provoca una serie de ambivalencias, incluso morales, personales, muy fuertes. A mí Goslan me parece que vuelve a ser el Pascal de Mártires, ¿no? El Pascal que sigue siendo, pues eso, un enfant terrible del cine francés y del cine de terror contemporáneo. Tus trailers. Hay que tener en cuenta que mucho del cine de terror contemporáneo, incluso el que nos gusta, es muy convencional, muy conformista. Sin embargo, Pascal no es para nada eso. Y repito, no lo es ni siquiera en The Tall Man, ¿no? Que me parece mucho más rompedora que lo que ha querido ver muchos de los propios fans de Pascal. Es decir, es una filmografía que tiene cierta coherencia. Es decir, que lo único que me gustaría que Pascal siguiese haciendo películas con más asiduidad, ¿no? Que no pasase tanto tiempo entre película y película. Yo creo que estamos ante una de las voces más originales y más personales del cine europeo y del cine de terror en general actual. Francia nunca se ha tenido como una gran potencia del cine de terror, ¿no? No es igual que Inglaterra, Italia, evidentemente Estados Unidos, incluso Asia, ¿no? Que son lugares donde hay una tradición muy potente. Sí que hay una tradición, posiblemente en Francia esté alguno de los directores más de un fantástico. El propio término de fantástico es una invención de los teóricos franceses, de Gerard Lin y de otros teóricos del cine francés. Y siempre ha jugado con esa conexión entre lo fantástico y el más sutil y los estilemas del horror. Ahí tenemos Cocteau y La Bella y la Bestia, ¿no? Que es un clásico impresionante. Franju, que es un director que me vuelve loco, ¿no? Con Judex, por ejemplo, entre otras muchas películas, o Los ojos sin rostro, que es una obra maestra absoluta del cine y es una película muy afrancesada en el buen sentido de la palabra. Es decir, siempre han tenido no ha habido una gran tradición, tampoco han tenido una gran exploitation, es decir, un cine de serie B que sea muy exportable de terror y que se haya conocido mucho. Las hay, pero muy oscuras, muy poco conocidas, que se van rescatando poco a poco, pero no hay como el cine B americano o el cine de incluso exploitation de Asia, que es tremendamente conocido y por el gran público aficionado al terror. Francia ha sido siempre ese paradigma. Por eso la generación que a finales de los 90 empieza a surgir haciendo un cine de género muy directo y muy en contra de las convenciones, además que coincide con otros directores que en el mismo país, en Francia, hacen superproducciones de género fantástico, como El Pacto de los Lobos, por ejemplo, Christophe Gans, sorprende, ¿no? Sorprende y es una de las grandes noticias del panorama del cine de terror de finales de los 90 y principios de los 2000. Está ahí
películas sobre todo como Al interior, ¿no? Que es un absoluto, digamos, shock a través de la Semana de la Crítica de Cannes, que produce un impacto en todos los festivales, Alexandre Bustillo y Julián Marí, que vienen del mundo de la crítica, es decir, de publicaciones que existían, que han sido muy potentes en Francia desde hace muchos años, desde el Minuit Fantastique hasta Mad Movies o el Écran Fantastique. Alexander y Julián eran críticos de Mad Movies y que llegan a hacer una película tan potente como Al interior y tan visceral, ¿no? Sorprende también que de un país que siempre se había, pues eso, caracterizado por hacer un fantástico sugerente, poético, que no era tan radical, quitando pues Jean Rollin y algunas excepciones, salga estos directores tan viscerales, ¿no? Pascal, Julián Marí y Alexandre Bustillo, o Xavi Gens, ¿no? Que tiene también la película Frontiers, una película sobre una especie de matanza de Texas a lo francés con elementos pues, neonazis, y muy bestia, muy brutal, conectado un poco con una visión realista de la situación que podría en un momento determinado ocurrir en un país europeo o en Francia, con esa exacerbación de la violencia fascista. Pero todo ello sorprende en un momento en que no se esperaba. La pena del terror en Francia, este tipo de terror, que no haya encontrado un éxito interno potente en el país. Sí que lo encontró las superproducciones mainstream como Pacto de Lobos, que fue un gran éxito de taquilla, algunas películas más de Christophe Gans, pero no lo consiguió estas películas más pequeñas, más de presupuesto bajo. Sin embargo, sí que lo hicieron en el exterior a nivel de prestigio y de conmoción de los fans. Eso ha producido que la evolución de todos estos directores ha sido un poco difícil dentro del propio territorio francés, de dificultad para llegar a hacer más proyectos, si no es por ciertas productoras o distribuidoras que han apoyado esto, como puede ser Wellbanks, como puede ser alguna más. También ha habido el peligro, y ha ocurrido, de que estos valores emigren, ¿no? Es decir, se vayan a Estados Unidos y allí pierdan un poco esa personalidad. Le pasó a Julián Marí y a Alexandre Bustillo, que se fueron a rodar una versión de La Matanza de Texas, Letterface, a Estados Unidos, y salió así, ¿no? Porque es difícil que esta gente, como es el cine de Martyrs, es el cine al interior, pueda hacer un producto así en Estados Unidos. Prácticamente imposible. Tendrán que ser versiones mucho más domesticadas del cine de horror y mucho más mainstream. Así que el cine francés fue una gran novedad, una gran sorpresa. Sigue dando goteo, ¿no? Pero sigue habiendo algún autor, sobre todo mujeres, Julia Ducournau, Coraline Forget con Revenge, Julia Ducournau, que ahora tiene nueva película también, Titán después de Graf, de Crudo. Es decir, sí que ha habido pues, buenas noticias, pero quizá demasiado pausadas, ¿no? Para lo que fue una auténtica revolución a principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, que nos ilusionó mucho a todos los aficionados al cine de terror y al cine de terror europeo. Bueno, en Sitges, la película de Martyrs, cuando se proyectó, fue la película más esperada del festival, era la película evento del festival. Evidentemente Pascal estuvo presente para la proyección de la sección oficial y fue un fenómeno absolutamente brutal. Yo recuerdo a la gente saliendo de la sala como conmocionada, ya del pase de prensa. Fue como ¿qué estamos viendo? Fueron como corriendo a la rueda de prensa de Pascal a preguntarle a los periodistas. Era la típica película shock de un festival como Sitges. Yo recordaba que en Sitges han ocurrido muchas cosas así, pero fíjate que Al interior no pasó lo mismo, fue algo más pausado, ¿no? Y yo considero que es una película que tiene, por el tema que trata de la maternidad, que tiene escenas muy fuertes con una mujer embarazada, que iba a causar un shock mayor. No, Martyrs lo causó mucho más fuerte, porque, repito, es una película que te llega mucho más adentro, es una película que te trastoca muchas ideas internas, morales, personales, y la gente no sabía muy bien si les había gustado o la odiaban, ¿no? Había un ámbito, ¿sabes? El típico corro de festival donde todo el mundo estaba comentando, ¿no? Es decir, lo de las redes sociales aún no estaba tan... Claro, la gente se pone a titubear sola, como un robot. No, ahí aún había los corritos, ¿no? Que eran mucho más efectivos a nivel de atmósfera en un festival. Y sobre todo recuerdo a la gente corriendo hacia la rueda de prensa, ¿no? Decir, hay que hablar con este tío, ¿qué ha hecho? ¿Qué barbaridad es esta? ¿no? Es decir, que fue un impacto
bastante fuerte. Recuerdo además un detalle que incluso antes se proyectó un corto que impactó mucho, que fue el Mama de Andy Muschietti, que luego se convertiría en una película bastante conocida, y fue toda una sesión como bastante de hemos visto algo como muy bestia, desde el corto hasta la sesión de después, ¿no? Pero ya veníamos preparados, ya se había hablado mucho de Mártires, repito, no tanto como se habla ahora en las redes sociales de las cosas, que prácticamente llegan a un festival o a una pantalla y hemos visto casi todo ya, es decir, que ya el factor sorpresa es difícil, es protegerlo, pero sí que fue una de las sesiones más polémicas y más... que a mí eso me parece muy vivo en el festival, ¿no? Y de más comentario y de más reacción. Y me acuerdo que fue más o menos la primera mitad del festival y se habló ya durante todo el festival, ¿no? Es decir, y la crítica también, me acuerdo, críticos enfadadísimos con la película, es decir, que os pasáis mucho, ponéis esto. Luego, atención, porque luego vino lo de Serbian Film 2 años después, pero fue como el precedente de que estábamos ya ahí llevando a un límite que no sé si mucha gente creía que debíamos pasar. Afortunadamente, en Mártires no ocurrió ningún desastre de otro tipo, si se quedó ahí en la sana, necesaria y obligada polémica, que eso, el debate siempre es bueno. Bueno, nosotros pusimos siempre que tenemos una película que detectamos que es potencialmente fuerte por alguna experiencia que hemos tenido ya en Sitges, tenemos un equipo médico, una ambulancia o un equipo médico preparado por si alguna persona se encuentra mal a la salida de una proyección o durante la proyección. Teníamos un precedente muy próximo a Mártires, que fue la proyección de una película de Takashi Miike, Imprint, que estaba hecha para televisión dentro de la serie Masters of Horror, que era tremenda y que al propio director del festival le tocó en persona. Es decir, yo fui a entrar a ver cómo iba la proyección y se me desmayó encima un chico que salía de la sala despavorido, pero se me cayó encima, es decir, fue directo. Y a partir de tuve muy claro que Mártires tenía que haber algún equipo preparado para algún tipo de reacción así, porque 2 años antes solamente había vivido ese momento en la puerta del cine y bueno, hay gente que bueno, evidentemente lo pasa mal. Hay historias en el festival de otras películas, desde Reanimator de 1985, que todos vivimos el desmayo en medio de la proyección y la parada de la proyección de una persona a causa de una escena determinada de la película. Bueno, todo eso hace que no está mal preparar un equipo de mínimo de atención porque hay todo tipo de público y la gente tiene diferentes sensibilidades y Mártires tiene muchísimos momentos para que necesite ciertas personas algún tipo de atención por una reacción que ha podido tener de escenas desagradables y repito, de una película que ataca mucho al interior y te puede dejar muy fastidiado, ¿no? Entonces eso, tener preparado algo también si la veis en Blu-ray, no la habéis visto nunca, tener cerca algún procedimiento de urgencia, porque también en casa pueden pasar estas cosas. Bueno, Mártires, la dimensión de Mártires durante todos estos años, desde que tuvo su estreno en Sitges, porque realmente el estreno en España fue en Sitges, y tampoco luego se ha visto, aparte en festivales, no se ha podido ver, en Sitges ha vuelto celebramos el 10º aniversario, justo con Pascal también, porque en ese momento presentaba Gosland, curiosamente, y hicimos un pase especial de Mártires. Pero es una película que en aquel momento en que las distribuciones estaban raras, ¿no? Y no encontró distribuidor, una película muy heavy. Recordemos que en aquella época se compraban las películas para la tele, ¿no? Es decir, que era un poco de que esta película para la tele no era, ni es. Entonces, bueno, hoy en día existen las plataformas, hay otros medios quizá que hubiese encontrado una distribución más fácil, pero está el legado, ¿no? Mártires marcó ya no diría casi película de culto, sino película de referencia. Es la película en que todo aficionado al cine de terror habla, ¿no? Y la comenta y la pone casi en un altar, ¿no? Es decir, es muy bueno que salga una edición física en España, porque yo creo que es de las películas en más la gente ha intentado comprar fuera, ¿no? Y tampoco ha habido una gran distribución física fuera de esta película. Es decir, una película que es difícil durante un tiempo era difícil de encontrar.
Y ha sido como una especie de entre referencia, mito y descubrimiento para mucha gente joven que empezó a aficionarse al cine de terror y vio muy pronto Mártires. Es decir, es una película de estas que incluso crearon una cierta afición a un tipo de cine y ayudó mucho a la recuperación y al que el cine europeo de terror, y el francés en especial, estuviese dentro de los círculos de fans más radicales del género, ¿no? Es decir, que se viera con mucho interés siempre lo que llegaba de Francia y de Europa. Es decir, que digamos que la estela de Mártires, la influencia de Mártires, el poder que tuvo dentro del fandom del terror, va más allá de Francia, va más allá del cine de terror francés, sino que se traslada a todo el cine de terror europeo. Y es una película que muchos directores, incluso aquí en España, de terror, referencian y les encanta. Y que películas recientes, como hemos visto Salmot, una película que se pasó en muchos festivales el año pasado, es una película que tiene muchos momentos que recuerdan también ideas de Mártires. Es decir, una película con un legado muy potente, todo el que se atreve a hacer referencia a ese legado, porque no todo el mundo es capaz de referenciar el universo torturado y aterrador que tiene la película dentro de Pascal Laugier, que a veces da miedo incluso meterte un poquito dentro, más de la película, porque yo a las Pascal se lo he dicho, ¿qué tienes ahí dentro para haber concebido esta historia, ¿no? Y bueno, Pascal es así, es un tipo que le gusta lo retorcido, ¿no? Y en Mártires lo hizo realidad. También en Ghostland, pero en Mártires mucho más, creo yo.